Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine culturel de la Normandie et de la Grande-Bretagne. un programme conçu et présenté par Serge Vandenbroek. Saviez-vous que Blaise Pascal, dont la philosophie allait avoir un impact considérable, avait passé une grande partie de sa jeunesse en Normandie, à Rouen? Saviez-vous que c'est ici, dans cette grande cité au patrimoine historique exceptionnel, qu'il mit au point quelques-unes de ses plus étonnantes découvertes? Aujourd'hui, je vous propose de plonger au cœur d'un XVIIe siècle à la fois glorieux et plein de contradictions, où des auteurs inspirés produisirent quelques-unes des plus belles pages de la littérature française, mais où des oppositions farouches entre plusieurs factions religieuses enflammèrent bien des esprits. Blaise Pascal naquit à Clermont-Ferrand en 1623, au cœur de l'Auvergne, dans une France très rurale, encore imprégnée des ombres du passé, mais déjà frémissante des premiers souffles de la modernité. Orphelin de mère à l'âge de 3 ans, Blaise fut élevé par son père, Étienne Pascal, un homme cultivé et éclairé, qui choisit d'instruire lui-même ses enfants, loin des dogmes parfois stériles de l'éducation traditionnelle dont il se méfiait. Très tôt, le jeune Blaise montra une intelligence hors du commun, un esprit si vif qu'il fascinait ses contemporains par ses intuitions fulgurantes. Ainsi, à 12 ans, il redécouvrait par lui-même les principes fondamentaux de la géométrie d'Euclide, sans jamais avoir étudié formellement la matière. Son père, médusé, comprit qu'il ne s'agissait pas là d'un enfant ordinaire. Blaise était un prodige, un esprit en avance sur son temps, à la fois curieux, rigoureux et passionné. C'est dans cette atmosphère studieuse et familiale qu'il s'éveilla aux mathématiques, à la physique, à la philosophie, autant de domaines qu'il allait bientôt bouleverser. En 1640, Étienne Pascal fut nommé intendant de la Haute-Normandie, et la famille vint s'installer à Rouen, qui était une ville de la plus haute importance, la seconde ville du royaume de France, une grande cité commerçante et judiciaire, fière de son architecture, de son pouvoir religieux, de ses richesses et de son rôle administratif grandissant. Blaise avait 17 ans, l'âge des premières ardeurs intellectuelles, des grandes découvertes et des travaux audacieux. Le jeune garçon, accompagné de sa sœur Jacqueline, a vécu à Rouen pendant environ 7 ans. La famille logeait dans une maison située juste à côté de l'abbatiale Saint-Ouen. Cette longue jeunesse rouennaise fut pour Blaise une période d'intense fécondité. Tandis que son père s'occupait de l'administration fiscale de la région, Blaise, soucieux de soulager ses lourdes tâches de calcul, inventa la pascaline, une machine arithmétique destinée à effectuer des additions et des soustractions, une œuvre mécanique incroyable et révolutionnaire basée sur un système complexe de roues qui s'enclenchent et se déclenchent, donnant des résultats sans faute. C'est le fruit d'un esprit mathématique allié à un génie d'ingénieur. Pour construire son appareil, il travailla en collaboration avec un artisan d'une grande habileté, un certain monsieur Petit, et une dizaine d'exemplaires furent réalisés. Rouen ne fut pas seulement le théâtre de cette prouesse technique, c'est aussi là que le jeune savant poursuivit ses réflexions sur la nature du vide, un sujet brûlant à l'époque. Inspiré par les travaux de Torricelli, Blaise mena plusieurs expériences sur la pression atmosphérique en grimpant tout en haut de la côte Sainte-Catherine, ce vaste promontoire qui domine la ville, et en mettant en place devant plus de 500 témoins un étrange équipement de tuyaux et de systèmes de mesure. Il s'affrontait ainsi à l'idée aristotélicienne selon laquelle la nature a horreur du vide. Sa méthode, fondée sur l'observation, l'hypothèse et l'expérimentation, préfigurait déjà la science moderne.
À Rouen, entre l'imposante façade sculptée de la cathédrale et la rumeur du fleuve, Blaise Pascal grandit non seulement en âge, mais en pensée. Ces années furent pour lui un creuset, un moment charnière où l'adolescent surdoué devint un homme de science accompli. Bientôt, d'autres chemins l'attendraient, ceux de la foi, de la polémique et de la philosophie, mais Rouen, à jamais, resterait le berceau de ses premiers grands accomplissements. L'homme qui avait sondé les mystères du vide allait bientôt affronter ceux plus insondables encore de l'âme humaine et de l'infini. Après les années d'ardeur scientifique passées à Rouen, puis de retour à Paris, Blaise Pascal poursuivit ses travaux intellectuels, mais son esprit, d'une lucidité presque douloureuse, se heurta à la vanité des entreprises humaines. La science, certes, révélait l'ordre du monde, mais elle ne répondait pas à la question essentielle: pourquoi tant de grandeur dans l'homme et tant de misère à la fois? Ce fut dans cette tension entre la raison et l'abîme que s'ouvrit en lui une brèche, et par elle s'engouffra la lumière d'un autre monde. Dans la nuit du 23 novembre 1654, un événement mystique bouleversa à jamais l'existence de Pascal, alors qu'il traversait une période de maladie et de doute. Après avoir été blessé dans un grave accident, il fit l'expérience d'une vision, une vision fulgurante. Cette nuit mystique fut son mémorial, son éblouissement intérieur. Dieu ne se révélait pas à lui dans les démonstrations ou les théorèmes, mais dans un feu intime, incontrôlable, immédiat. À partir de ce moment, Pascal n'eut de cesse de tourner son esprit vers les mystères du catholicisme, non pas avec une foi tiède ou convenue, mais une foi radicale fondée sur la grâce, le renoncement et l'humilité. Ce fut pour lui comme un coup de tonnerre. C'était l'époque où il était retourné à Paris et il se rapprocha de l'abbaye de Port-Royal, au lieu du jansénisme, un mouvement religieux très controversé. De cette période naîtra son œuvre polémique la plus célèbre, Les Provinciales, une série de lettres mordantes et brillamment écrites, publiées clandestinement sous un pseudonyme, où il défend les jansénistes contre les attaques des jésuites, tout en dévoilant les hypocrisies du monde religieux. Port-Royal, niché dans la vallée solitaire de Chevreuse, ne fut jamais un monastère comme les autres. Ce fut un phare étrange dans le grand siècle, un refuge pour les âmes inquiètes, mais aussi un bastion de résistance spirituelle, si intransigeant qu'il éveilla bientôt la méfiance des puissants. Les jansénistes, disciples de la pensée de l'évêque d'Ypres, Cornelius Jansen, puisaient leur foi dans les racines les plus austères du christianisme. Pour eux, l'homme, irrémédiablement marqué par le péché originel, ne pouvait espérer son salut que par la grâce divine accordée à quelques élus. Nulle place pour le libre arbitre au sens large, nulle illusion sur les forces humaines. Le monde, pensait-il, était corrompu, et la voie de Dieu était étroite et tranchante comme le fil du rasoir. On ne transigeait pas avec Dieu. Cette vision tragique de l'existence, cette insistance sur la prédestination, la misère humaine et la souveraineté de la grâce penchaient parfois vers le désespoir et le fanatisme. En fait, ce n'était pas un fanatisme bruyant ou conquérant, mais disons, un fanatisme du silence, du sacrifice, de la pureté. Il menait une vie quasi monastique dans l'étude, la prière et le refus du compromis.
Leurs écoles formaient des esprits brillants mais rigoureusement encadrés. Des témoignages racontent l'ambiance quasiment ascétique, où toute forme de distraction ou de légèreté était bannie. Les enfants y étaient formés dans un esprit de rigueur absolue, dans une ambiance de mysticisme exalté. Leur approche de la vie était rigide, sans concession. Les jansénistes prônaient une morale extrêmement stricte, rejet des plaisirs, méfiance envers les sacrements et condamnation sévère du relâchement des mœurs. Leur vision du monde était marquée par un pessimisme radical. Seuls les élus prédestinés pouvaient être sauvés et la plupart des hommes étaient condamnés. Cette attitude jusqu'au-boutiste excluait toute idée de miséricorde universelle ou de salut accessible à tous. Aux yeux des autorités, cette rigueur excessive est vite apparue comme une provocation. L'Église officielle, où les jésuites affirmaient leur pouvoir, prêchait une voie plus souple, plus conciliatrice, et surtout plus soumise à Rome. Les jansénistes, eux, restaient farouchement indépendants. Leur fidélité allait non à l'Église visible, mais à une vérité intérieure, plus pure, plus exigeante. Les jansénistes ont refusé de reconnaître certaines décisions du pape, notamment la bulle Unigenitus proclamée en 1713 par Clément XI, qui condamnait 101 propositions tirées des écrits du janséniste Pasquier-Quesnel. Leur refus d'adhérer à cette bulle fut perçu comme une forme d'insoumission insupportable, puisqu'elle mettait leur interprétation personnelle de la foi au-dessus des injonctions de l'Église. Et de là naquit un conflit théologique et politique qui dépassa vite les cloîtres pour agiter toute la France. À Versailles, Louis XIV, toujours anxieux de museler les fauteurs de troubles, et dont le confesseur était un jésuite, n'aimait guère ces résistants de la foi. Il voyait en eux des frondeurs de l'âme, des esprits libres qui, bien que pieux, échappaient à son autorité. L'abbaye de Port-Royal devint bientôt suspecte. Les membres de la congrégation furent finalement dispersés, et quelques années plus tard, l'abbaye de Port-Royal fut démolie et rasée sur ordre du roi. Blaise, lui, n'épousa pas tous les excès de ce mouvement. Mais il n'était plus vraiment le jeune homme rieur et bon vivant que ses camarades avaient connu au temps de son adolescence à Rouen. La ferveur religieuse avait tempéré sa jovialité. Sa foi était exigeante. Oui, mais aussi profondément humaine, nourrie d'un amour inquiet et d'une conscience aiguë des contradictions de l'homme. Au moins la vivait-il ainsi. À travers les différents aspects de sa philosophie, Pascal s'intéresse à la nature humaine, qu'il voit comme pleine de contradictions. Il dit que l'homme est un roseau pensant, faible physiquement mais capable de penser, de raisonner, et donc supérieur par l'esprit. L'homme est à la fois misérable par sa faiblesse et ses erreurs, et grand par sa conscience de cette misère. Confronté à la foi, il ne rejette pas la raison, mais il pense qu'elle a ses limites. Certaines choses, comme l'existence de Dieu, dépassent la raison humaine. Il propose donc une autre voie, le cœur. C'est lui qui permet de croire en Dieu, même sans preuve logique. On lui doit la fameuse formule « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Une de ses idées les plus célèbres est le pari. Puisqu'on ne peut pas prouver si Dieu existe ou non, mieux vaut parier qu'il existe. Si on croit en Dieu et qu'il existe, on gagne le paradis. Et s'il n'existe pas, on ne perd rien de vraiment important. Ce raisonnement repose sur l'idée qu'il est plus logique de croire que de ne pas croire. Mais qu'en était-il du jansénisme en Normandie ? À
Rouen, le jansénisme, c'était un murmure de conscience, un retour âpre à la rigueur de saint Augustin, au salut sévère et mérité, loin des indulgences faciles et des confessions accommodantes. Dans les hôtels particuliers des magistrats, dans les chapelles aux portes closes, dans les maisons bourgeoises, on lisait l'Augustinus comme un livre de feu. On commentait les lettres de Port-Royal avec un respect grave, presque secret, comme si leur lecture relevait d'un pacte silencieux entre esprits éclairés. Charles Mesnière de Bernières, curé de Sainte-Croix-Saint-Ouen, promenait dans la ville sa silhouette fine et sa foi intérieure, austère comme une stèle. Il avait rencontré Saint-Cyran, et depuis il portait en lui l'ombre de Port-Royal comme d'autres un reliquaire. Sa parole, sobre et droite, ne cherchait pas à séduire. Elle appelait à se regarder en face, à plonger dans l'abîme du cœur humain sans complaisance. J'ancien Thomas du Fossé, le magistrat puissant et riche, qui habitait à 2 pas de la famille de Blaise Pascal et qui était un ami des Arnaud, avait fait de son domicile un cénacle, là, entre 2 audiences à la Chambre de Normandie, où il occupait le poste de maître des comptes. Il recevait les âmes inquiètes, les esprits réfractaires aux opinions de la Compagnie de Jésus. On y parlait d'humilité, de grâce efficace, de l'impossibilité du salut sans l'élection divine, une foi rugueuse, sans phare, mais pleine d'ardeur intérieure. La ville elle-même semblait conspirer avec eux. Dans les ateliers d'imprimerie des frères Berthelin, la pensée séditieuse prenait forme. En 1642, on y imprima la seconde édition française de l'Augustinus, œuvre redoutée, frissonnante d'hérésie selon Rome, mais ici vénérée comme un phare dressé contre les illusions du monde. Rouen devenait sans bruit une sorte de sœur provinciale de Port-Royal. Et pourtant l'opposition grondait aussi. Le cardinal archevêque Claude Mort d'Aubigné, figure de la contre-offensive catholique, veillait avec une vigilance inquiète. Il multipliait les fondations, comme celle de la congrégation Notre-Dame de Charité, pour ramener la vraie foi dans les cœurs séduits par les austérités de Jansénus. Mais le jansénisme n'était pas un mouvement facile à éteindre. Il ne s'exprimait pas dans la foule, mais dans les consciences, dans le refus intérieur de céder aux trop grandes facilités. Et puis, il y avait les rues rouennaises, toujours humides, les églises aux voûtes sombres, et les fenêtres derrière lesquelles des femmes lisaient la fréquente communion d'Antoine Arnauld avec la même ferveur qu'on met à prier. Rouen gardait ce goût d'indépendance théologique, une noblesse de refus, un entêtement discret à ne pas suivre la voie large et douce. Mais le temps passa. Il arrive qu'un feu s'éteigne sans crépitement, qu'il retourne lentement à la nuit. Ainsi s'éteignit le jansénisme à Rouen, pas dans le tumulte ni sous les coups d'un décret brutal, mais comme une chandelle qu'on laisse s'épuiser, une lumière qui pâlit à mesure que l'aube d'un autre monde se lève. Blaise Pascal, qui était retourné à Paris, y rendit l'âme au cours de l'été 1662. Il n'avait pas 40 ans. Jacqueline, sa sœur tant aimée, était morte quelques mois auparavant. Elle avait complètement embrassé les préceptes jansénistes, elle qui aimait tant la littérature, elle qui avait même fréquenté Pierre Corneille, un autre Rouennais célèbre. Elle était devenue religieuse et vivait enfermée à Port-Royal. Au tournant du XVIIIe siècle,
La capitale normande, qui jadis avait abrité les trop grandes rigueurs jansénistes, commençait déjà à changer. Les échos des sermons ardents s'étaient adoucis, les voix austères s'étaient faites plus rares. Ceux qui, naguère encore, lisaient l'Augustinus à la lueur tremblante d'une flamme, se taisaient, s'effaçaient, ou retournaient à des formes plus dociles de piété. Claude Maure d'Aubigné, archevêque de Rouen, avait tenu ferme le gouvernail. Il ne voulait point que sa ville reste ce bastion ombrageux d'une foi réfractaire. À travers fondations pieuses et mandements disciplinaires, il tenta d'éteindre les dernières braises. Les figures marquantes s'éloignèrent, d'autres se résignèrent à vivre leur foi dans l'ombre, sans dispute, sans éclat. Mais ce n'était pas un reniement, plutôt un repli digne, un refuge intérieur. Car le jansénisme n'avait jamais été une foi des foules, c'était une prière basse, une espérance grave, une manière d'aimer Dieu sans l'espérer indulgent. Ceux qui y avaient goûté ne l'oubliaient pas. Ils n'allaient plus à Port-Royal, détruite jusqu'à la dernière pierre, mais ils la portaient en eux comme un cloître secret. Vers le milieu du siècle, les libraires de Rouen ne publiaient plus les grands traités d'Antoine Arnauld ou de Nicole. Les presses s'étaient orientées vers les ouvrages de piété plus accessibles ou vers les philosophes audacieux qui faisaient trembler l'ordre ancien pour d'autres raisons. L'époque s'ouvrait aux Lumières. Et puis vint la Révolution, avec elle la grande saignée. Les cloches cessèrent de sonner, les paroisses furent dépouillées, les ordres dissous. Dans ce fracas, le jansénisme n'eut même pas le privilège de mourir seul. Il disparut avec mille autres choses. Ce fut un effacement tranquille, presque logique, comme si le siècle l'avait préparé depuis longtemps. Mais dans une maison délabrée et suintante d'humidité de la rue Haut-de-Robec, peut-être, un vieil homme penché sur ses livres récitait encore les psaumes en silence et relisait les provinciales d'un certain Blaise Pascal et priait à sa manière, sans espoir de triomphe, sans illusion de retour. Il savait, comme savent les derniers témoins, que certaines vérités ne meurent pas. Elles dorment. À bientôt pour de nouvelles aventures dans le podcast Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon.